pour emmener Greg LeMond jusqu'au maillot jaune. En tout cas, maillot jaune à Paris et peut-être pas avant. On verra ça dans les jours qui viennent. Phil Anderson est aux premières loges. Voilà un garçon qui peut tenter quelque chose. C'est sa deuxième attaque de la journée. Il a la capacité d'un rouleur dont je parlais tout à l'heure, qui peut lui résister à des garçons comme les coéquipiers des sprinteurs de Panasonic. Je pense à Guy Nullens, à Alan Piper, à Marc Sergent, Eric Van Lancker, ceux qui nous ont un peu déçus hier justement, mais qui aujourd'hui semblent avoir l'intention de faire la course. Eh bien, puisqu'on en parle de ces garçons, eh bien les voici, vous voyez. C'est Eric Van Lancker. Oh, faut pas les appeler deux fois. Hein. Eric Van Lancker, on était un peu déçus de son attitude hier, mais là, c'est fait. On a retroussé les manches, on a décidé de faire le travail. C'est un type extrêmement précieux, un coureur très utile dans une formation qui a un peu renoncé à toute activité individuelle, si j'ose dire, et qui rejoint ce type d'équipier représenté hier dans notre procès après l'étape par Madio, expliquant parfaitement que des coureurs pouvaient en se rendre utiles, se rendant très utiles, être de bons professionnels et vivre de ce métier. Alors, Van Lancker, c'est un de ces exemples, justement. Eh bien, Van Lancker, on l'a rencontré ce matin d'ailleurs, et tandis que nous sommes ici avec l'autre moto pour retrouver le Louvio en tête, en queue du peloton, on va retrouver maintenant la tête du peloton avec Van Lancker et on l'écoute. Oui, mais c'est très facile pour contrôler la course. Toute l'autre équipe se regardait de nous, et ça c'est très facile. Si vous faites comme ça, vous n'allez jamais faire un sprint jusqu'à Paris. Ça c'est pas, peut-être aujourd'hui, c'est le course aujourd'hui et peut-être. Peut-être aujourd'hui, disait-il. La question était, alors si vous ne contrôlez pas le peloton, eh bien vous n'allez jamais arriver à faire un sprint. Peut-être aujourd'hui, disait-il, allons-nous contrôler. Eh bien pour l'instant, il nous l'a prouvé il y a quelques secondes, Van Lancker. Il est décidé, et c'est Peter Post qui a dû donner cet ordre, il est décidé à contrôler la course et à favoriser le rôle de ses leaders. Oui, mais il est facile d'attaquer le directeur sportif, ou tout au moins de remarquer en douce auprès d'un journaliste qui n'a pas donné d'ordre. C'est aussi aux coureurs d'intervenir en cours de route. Que ces coureurs, à 90% du peloton, avouent hier, on n'a pas vu partir à Argentine, on n'était pas au courant. C'est quand même un peu étonnant et ça a choqué tous les anciens du Tour. Merckx et Ocaña, par parenthèse, qui ont fait des déclarations assez sévères à ce sujet. Oh, la belle attaque. Fignon avec la veine. La belle attaque. Mais je regardais l'autre écran, Fignon et Lavenne, on les reverra plus tard, ils sont en train de discuter dans le peloton. Les voici. Et bien pendant qu'ils discutent devant, ça attaque et ça bouge, puisqu'on a assisté à une attaque. Et puisqu'on parlait de Van Lancker tout à l'heure, on disait que c'était un équipier de luxe comme Madio. C'est vrai qu'il a lui aussi un rôle d'équipier, mais qu'il gagne des courses comme le fait Madio, puisqu'il a gagné Liège-Bastogne-Liège cette année et l'Amstel Gold Race l'an passé. C'est quand même une belle carte de visite. Steve Bauer, bien placé Steve Bauer ici. Elle a décidé, je ne sais pas si c'est le maillot jaune sur ses épaules qui lui donne des ailes, elle a décidé de se montrer, Steve. C'est un tonton flingueur, il n'arrête pas d'attaquer tant qu'il n'occupe pas la première place, il est toujours insatisfait. Bien contrôlé par le Norvégien Qualsol de Z, qui faisait autour de Lemond de plus en plus soudé. C'est vrai que ça a été difficile pour Roger Leget de... Regardez, on rigole du côté de Thierry Marie, de Lavenne, qui vient de dépasser, de Laurent Fignon. Ils ont l'air bien décontractés. Il est en train de parler du pays, et presque avec Lavenne, ils sont assez voisins là. Il doit leur faire une visite guidée de CTR. Thierry Marie qui était très tendu au départ ce matin, Thierry. Il était tendu parce qu'il rentrait dans CTR et que c'était légitime. Alors que devant, ça bouge de plus en plus, ça bouge, ça bouge. Et toujours les Panasonic, toujours les Nullens, Van Lancker, on va les retrouver comme ça jusqu'à 5 km de l'arrivée. Patrick? Oui, Jean-Paul. Oui, effectivement, depuis quelques kilomètres, les hommes de Beuclair et les Panasonic conduisent le bal. Et vous en avez parlé tout à l'heure avec un Bauer qui contrôle admirablement bien les opérations.
Il est temps d'ailleurs que ça bouge véritablement, puisque nous avons vécu cette étape à 35-36 km/h, ce qui peut paraître quand même assez étonnant, alors que l'on pouvait penser assister à une course très ouverte, étant donné le coup de Trafalgar de la première étape. Eh bien, en gros plan maintenant, on retrouve Brian Holm, le champion du Danemark, avec son maillot très particulier de champion du Danemark. Représentatif, effectivement, du titre. C'est un coéquipier de Stephen Roche, bien sûr, de l'équipe Histor. Il fait partie des animateurs de cette étape et il a quelques mètres d'avance là. Enfin, c'est l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Un coureur seul ne pourrait pas partir, enfin, à moins de faire un exploit, bien entendu, tout est toujours possible. Et c'est une cassure comme ça qui peut rigoler avec un Panasonic dans le coup, car je ne vois pas les Panasonic laisser partir une échappée sans un de leurs représentants. Très bien jugé tactiquement, Patrick. Effectivement, Hall ne démarrait pas par son propre compte, mais simplement pour provoquer cette cassure. Et si possible, essayer de faire passer par la fenêtre un ou deux Panasonic, former un groupe à l'avant et dès lors contraindre les Panasonic à un autre rôle, celui des poursuivants, parce qu'ils sont devenus poursuivis. Giovannetti en gros plan. Marco Giovannetti. Vainqueur du Tour d'Espagne, 3e du Tour d'Italie, et qui garde tout son mystère ici. Il a l'air d'avoir récupéré complètement ses efforts des grandes courses par étapes et entend jouer un rôle, même il ne le cache pas, de meilleur Italien sur le Tour. Il ne précise pas à quelle place. Et c'est une bonne chose que Pierre Badel nous montre Giovannetti, car il fait partie des coureurs que tous les spécialistes ont suivis cette année, mais qu'on ne connaissait pas très bien, et les téléspectateurs sont peut-être ravis de découvrir son visage, ce garçon qui a défrayé la chronique de manière très étonnante, avec une victoire au Tour d'Espagne complètement inattendue et surtout une confirmation au Giro. Et celle-là, c'était vraiment peut-être même la plus grosse surprise, car on pouvait penser qu'il avait pu gagner le Tour d'Espagne sur un coup de dé, encore que ça ne se gagne pas comme ça, mais il a confirmé. Il a confirmé. Alors on fait le tour du propriétaire, là à l'arrière, on voit les leaders avec Marino, le forçat de la route, lui, il est toujours sur tous les tours, et les Raretta, toujours placés dans les grands tours. Il se bagnote, comme l'on dit, en attendant la montagne, car c'est un très bon grimpeur. Il fait des temps de roue libre, c'est vraiment courir à l'économie en étant facile. Voilà, le temps de roue libre, il n'y avait qu'à lui demander. Il a une maîtrise du métier exemplaire. Et un autre qu'on aperçoit souvent, il est là en 2e position, c'est Jérôme Simon. Toujours bien placé en tête du peloton en fin de course. Avec Duclos-Lassalle maintenant. Laurent Fignon est remonté, semble-t-il. Non, c'est Gérard Ruet qui est là. Et Lemon qui veut à tout prix éviter les dangers de cette course en peloton où on a toujours le sentiment que quelqu'un d'autre est assis sur votre cadre et que vous n'avez plus votre place. Et bien c'est Gilbert Duclos-Lassalle, l'homme qui est en tête du peloton et qui emmène derrière lui Greg Lemon, son leader. Il a dû demander à Gilbert, le capitaine de route, ramène-moi devant car je ne veux pas risquer la chute. Et le voici bien placé, Greg, avec un avantage psychologique également sur ses adversaires, en prouvant, avec un guidon particulier. Regardez Robert. Oui, oui. Il peut poser ses mains très très bas. Beaucoup de changements décidément, à peine perceptibles. Il faut voir le vélo de très près, mais là ça a été le cas, on pouvait le remarquer. Jean-Paul, vous avez vu le guidon de Greg Lemon? Oui, eh bien nous traversons maintenant la localité de Tategnac, c'est-à-dire que nous sommes à 48 km de l'arrivée. Nous sommes dans l'horaire à 36 km/h. Merci, on continue la revue du propriétaire. J'aime bien au début du tour comme ça retrouver les coureurs. On a vu Gorospe. C'est difficile à trouver sa place dans le peloton. On a du mérite. On a vu Castillo ici. Et une attaque encore devant. Et à l'arrière, Thierry Blanco, pas de problème derrière, pas de drame, pas de chute. Thierry? Patrick, non, rien pour l'instant à signaler, si ce n'est que tout à l'heure, Dimitri Konichev et deux de ses coéquipiers s'étaient laissés légèrement distancés, mais tout est rentré dans l'ordre et ils sont revenus dans ce peloton qui roule maintenant à 60 km/h. 60 km/h, mais des sourires tout de même, et une bonne décontraction pour le groupe des Castos ici, avec Lavenne, avec Rich, avec Thierry Marie et Laurent Fignon. Vincent Barthaud était à gauche et on se retrouve là avec une différence tactique très étonnante. Laurent Fignon en serre-fil et Greg Lemon en tête. Dans une équipe bien groupée autour de lui, mais placé un peu trop loin, à mon avis, des premières places. Les premières places, les voici justement, et ça bouge de plus en plus.
On commence à préparer le sprint, mais à préparer également des cassures et des attaques. Et là, on a tiré un coup droit, comme on dit, en tête du peloton, et on a provoqué une cassure. Un groupe de 4 ou 5 hommes avec un contre immédiat, là. C'est bien fait, ça. Et ça dénote et démontre une belle puissance sur une portion de route légèrement montante, un faux plat, propice à ce genre d'accélération. Et derrière, on doit avoir mal aux cuisses. Des gens comme Van Hooy donc peuvent profiter justement de contre-attaques comme celle-ci et mener à bien une échappée d'une vingtaine ou 25 km. Il faudrait pour lui que le groupe de 4 soit récupéré par le peloton. Eh bien, on en parlait tout à l'heure, Soren C'est un Lilolt. de vos grands là justement, Soren Lilolt. Lilolt qui est actuellement, bon, quand on dit 30e, ça veut dire, j'allais dire, ça veut dire 6-7e, puisque tous les coureurs sont à peu près dans le même temps derrière la bande des 4 qui a été rejoint à quelques longueurs par Argentine, puisque vous savez que le classement général, eh bien, il y a 4 hommes en tête, et puis derrière, Argentine, Alcala et Kimov, et tout le monde est à 10 minutes derrière. Donc ça veut dire que rien n'est perdu pour ce genre de garçon. Soren Lilolt, Qui s'est taillé une réputation très solide de rouleur, d'homme qui aime être seul sur la route et le vent, il y est habitué. On n'a évidemment pas envie de dire qu'il a déjà gagné l'étape, loin de là, il viendrait raccourcir un peu le développement, mais Lilolt est tout à fait à son aise lorsqu'il se retrouve seul. Et la preuve, il vient de creuser un grand trou. Environ 300 mètres d'avance pour le Danois Lilolt, un coéquipier donc de Stephen Roche, qui tenait absolument à le compter à ses côtés cette année. Lilolt, il n'a pas un gros palmarès, mais il a tout de même remporté une étape de Paris-Nice en 88, et puis le Grand Prix E3 à Relbec cette année. Mais c'est surtout un spécialiste des places d'honneur. Belle carrière chez il a les fait amateurs. de belles choses. Ben, Grand Prix Serrami, il fait 3e cette année. Et puis autrement, on retrouve des 3e places à Bessèges, autour du Danemark. Et vous disiez surtout la victoire dans le Tour du Luxembourg en 87 et dans une étape de Paris-Nice en 88. Soren Lilolt qui vous fait bonne impression, Jean-Paul? Et comme vous disiez, c'est vrai que Soren Lilolt nous a toujours impressionnés par ses dons de finisseur. Bon, là, l'arrivée n'est pas au bout, mais vous savez, il est capable de tenir tête au peloton pendant de très nombreux kilomètres. Et c'est ça qui, lorsqu'il avait fait son apparition dans les rangs professionnels, nous avait surpris. C'est ce qui avait du reste séduit Cyril Guimard, qui d'abord l'avait enrôlé chez les pros. Exactement, on le rappelait hier, puisqu'il s'était déjà rappelé à notre attention dans l'étape d'hier. On rappelait qu'il avait démontré de belles qualités dans les équipes françaises, puisqu'il avait couru avec Cyril Guimard. Et derrière, les Panasonic Trois Panasonic. ont pris les choses en main. Ils sont décidés à emmener leurs sprinteurs, leurs 3 sprinteurs. C'est presque unique, Robert, d'avoir une équipe qui nous présente 3 garçons qui Oui, font 3 vraiment... des grands bolides de la route. Encore que Van Poppel cette année n'est pas aussi performant Ça pouvait l'être fait l'an 4 passé. avec Van Poppel si on le compte. Hein. Blancard. Nidam. Ah, vous comptez Blancard. Naidam, vous avez bien raison, on l'a Van vu der dans Paris Tour. Arden. Tout à fait. Naidam, Van der Arden. Et puis, bien entendu, qui on oublie? Non, pourquoi vous parlez de Naidam? Non, Naidam, c'est pas Van der Panasonic, Arden. c'est chez Buclair. Non, Van der Arden, Eddy Blancard. Patrick, une petite précision géographique. Van Poppel. Lilolt a gagné une étape au Tour d'Armorique. Ce sont des routes ici qu'il connaît bien. Et oui, et quelle mémoire. Oui, on reprend. Panasonic, bien sûr, c'est Blancard, Ludwig et Van Poppel. Naidam étant chez le concurrent, la l'ennemi boutique juré d'en face. de Panasonic, c'est Buclair. Avec Jan Raas contre Peter Post. C'est toute une histoire qui alimente la chronique du vélo depuis plusieurs années. Et dans la catégorie des sprinters, dans cette formation, on peut ajouter éventuellement Rox et Kimov. On retrouve Lilolt avec ce superbe plan. Dossard 146, le même maillot que Stephen Roche, donc très puissant avec un petit mouvement d'épaule tout de même qui dénote moins de facilité que chez Argentine hier par exemple. Oui. Mais il fait preuve d'une telle détermination qu'on peut penser qu'il joue la stratégie suivante, ou réussir en moins de 10 km à prendre une minute et après on y verra plus clair, ou alors renoncer après 10 km. Après on y verra plus clair. Comme dit Naidam.
On se retrouve au milieu du peloton avec les Castorama, toujours tranquille. Vincent Barthaud à côté de Laurent Fignon. Laurent Fignon qui n'était pas au mieux hier, mais il avait été victime d'une petite chute. Les mains sur les freins. On fait attention à l'image de ce que nous disait tout à l'heure Charlie Mottet. Toujours Søren Lilolt. Une idée de l'écart, Jean-Paul, entre Søren Lilolt et le peloton? L'écart est une vingtaine de secondes maintenant entre Søren Lilolt et le peloton. Je vous donne une précision supplémentaire dans quelques instants car je vais avoir un pointage en cours. Oui, c'est à peu près ça. 25 secondes exactement. 25 secondes. Belle performance de Søren Lilolt qui résiste au Panasonic, mais il faudrait vraiment qu'on coupe en tête de peloton pour que Søren Lilolt s'offre une marge de sécurité suffisante, où ce serait alors à n'y plus rien comprendre si les Panasonic laissaient un garçon seul comme ça tenir tête au peloton, mais ça ne semble pas l'intention. Là, il le garde en point de mire. Évidemment, et il le laisse mourir. il le laisse mourir. C'est beau cette image des trois Panasonic. Finalement, la tactique en vélo, on voit tout de suite à qui on a affaire et qui veut travailler et qui a décidé de ne rien faire. 62, 64, 66. Ah, les mêmes. Ekimov, Nulens et Di Plancard qui est là. Les coureurs originaires de Saint-Pierre-vers-Coulémont dans les parcours d'entraînement l'année fréquemment dans la ville du Mont-Saint-Michel. Thierry Henry a la même ambition. François Lemarchand, qui voltige cette année, il a terminé deuxième des 4 jours de Dunkerque derrière Stéphane Roche et a gagné l'étape du mini libre. Sera également Søren Lilolt, il pioche un petit peu, hein, Robert. Oui, mais ces lignes droites sont décourageantes parce que le peloton garde toujours un point de mire Lilolt qui est en force depuis plus de 5 minutes. Mais il ne peut pas agir autrement. Ou ça craque tout de suite, ou alors c'est à lui de renoncer. Et apparemment, il n'a pas envie de renoncer encore. Etienne de Wilde qui vient mettre le nez à la fenêtre. Il est temps quand même que les coéquipiers de Lilolt interviennent et passent en tête à leur tour. Nouvel écart 33 secondes à 42 km de l'arrivée. Alors 33 secondes à 42 km de l'arrivée, vous êtes en avance sur les incrustations de l'écran. Ça veut dire que Lilolt réussit une belle perf, comme on dit, en ce moment, puisque compter plus de 30 secondes d'avance sur un peloton emmené par les Panasonic, c'est bien fait. Lilolt qu'on retrouve en solitaire. Oh, il sait ce qu'il veut en tout cas, hein. Il ne se pose pas de questions. Non, il ne se retourne jamais. Je vous dis, il est déterminé, ne perd pas de temps du tout. Son petit compteur sur le guidon lui indique l'allure à laquelle il roule et il peut mesurer que son effort est quand même payant puisque son augmente avance, malgré les contrariétés du vent, qui pour l'instant n'a pas encore été une seule seconde pour lui favorable. Et puisque ça les bouge. routes sont rectilignes. Ça bouge derrière avec les Buchler qui sont venus également se mêler à la fête pour Jan Nijdam sans doute. Et Van Hooydonk ou Eric Van der Arden. Schalkers signalé par une attaque tout à l'heure, équipier de Anderson chez TVM. Lui, s'il a un homme à emmener au sprint, ce sera Capio, l'une des révélations depuis 2 ans dans ces sprints. Une attaque à gauche de la route là visiblement. Oui, ça, une accélération en tout cas assez violente que l'on doit à Ruiz Cavestany, Pello Ruiz Cavestany, le coureur de Once, habitué du Tour de France. Bon rouleur, bon sprinter, bon rouleur sur les distances relativement courtes aussi. On ne sait plus avec lui s'il a Écart toujours envie stabilisé à d'être 35 leader. secondes. 35 secondes. Merci, 35 secondes donc. Ça veut dire que les sprinteurs ont les choses en main visiblement. Et il ne faudrait pas bien sûr que cet écart grandisse de manière trop importante. Mais jusque-là, ça semble raisonnable. Alors les sprinteurs, parlons-en. Il y a le match, alors qu'on assiste là à une cassure. Il y a le match donc entre l'équipe Panasonic et l'équipe Buchler, avec d'un côté Ludwig, Plancard, Van Poppel et de l'autre Van Hooydonk, Nijdam, Van der Arden. Ce sera l'un des intérêts de l'arrivée si d'aventure les hommes de ces leaders du sprint les ramenaient sur l'échappée.
avec, pour troubler ce match, eh bien, des garçons comme Ouverab, qu'on a vu hier très puissant. Et qu'on va revoir, j'imagine. Et qu'on reverra Celui-là sans aussi. aucun doute. A guetté les amateurs avec une sacrée réputation. Toujours Ruiz Cabestany, tandis que Peters a renoncé après avoir formé un petit groupe. Et ça contre derrière. Toujours Pello Ruiz Cabestany. Reprise très sèche Wilfried qui Peters. oblige Ekimov à une belle réaction. Une belle cassure là. Une belle cassure en tête du peloton. Oh là là, on est en file indienne derrière. Les coureurs qui ne sont pas dans un très bon jour doivent regarder leur compteur et attendre impatiemment de découvrir le Mont Saint-Michel au bout d'une ligne droite qui est quand même encore de plus de 40 km. Et mettez-vous à la place de ceux qui ne sont pas dans un très bon jour, comme vous dites, et qui occupent une place parmi les derniers du peloton. Que d'efforts pour revoir la tête, hein, quand ça ne va pas. Jean-Paul nous appelle. Oui, l'écart se réduit, 23 secondes, avec donc une quinzaine d'hommes qui constituaient la tête du peloton. Mais je crois que tout est maintenant rentré dans l'ordre. En tout cas, je les vois de face et tout semble s'être regroupé. Je viens de voir une banderole. Bravo Patrick. Vous avez de la famille dans le coin peut-être? Il y a d'autres Patrick dans le peloton, je pense. Hein. Ah bon? Ruiz a été rejoint. Le Marchand apparaît en tête. Le Marchand qui nous a pas encore donné l'occasion de parler beaucoup de lui, alors qu'on sait qu'il attaque ce Tour de France comme jamais il ne l'avait attaqué, c'est-à-dire au maximum de sa condition. Patrick, aujourd'hui, Robert vient de dire qu'il attaque au maximum de sa condition. C'est vrai, il a gagné récemment une étape du Midi-Libre. Mais alors, aujourd'hui, il y aura peut-être un problème parce que le Marchand et Thierry Marie ont le même club de supporters. Il va pourtant falloir se partager, peut-être. Ah bah ça limite les frais d'avoir les mêmes supporters et un seul siège social. Alors les Patrick dans le peloton, il y a Patrick Jacobs, belge. Patrick Robet aussi. Patrick Robet de chez Weidmann. Patrick Telouk, le néerlandais de chez Buchler. Et il y a toujours un groupe de 15 hommes là, en tête du peloton à la poursuite de Lilholt. L'écart est d'environ 300 mètres. Il y a Bago parmi eux. Bago, c'est le régional de l'étape. Il doit se montrer l'un des régionaux de l'étape. Toujours Lilholt devant. Tout seul, il fait un truc, comme on dit, en résistant ainsi à un peloton vraiment bien lancé. Et la caméra s'est retournée. On a vu que l'écart était encore assez important. L'hélicoptère va nous permettre de nous en rendre compte. Regardez. Ces lignes droites, c'est terrible pour un échappé. Et derrière, ça a explosé. Oh là là, ça bouge, ça bouge. Ça bouge et c'est la mésentente pour prendre les relais en plus. Toujours Pello Ruiz Cabestany ici, en tête de la poursuite. Alors des cassures comme ça paraît impressionnant, ces accélérations, mais on progresse moins vite ainsi que avec un bon tempo. Et là, vous voyez, on accélère et puis on se relève. À toi de rouler, non à toi. Si c'est pas à toi, c'est pas à moi non plus. Et le peloton se reforme. Et l'échappé solitaire, eh bien lui poursuit sur le même rythme et n'a pas trop de problèmes. Les Ariostea qui sont là, tiens, ils ont décidé aussi de se mêler à la fête. Et bien ça prouve qu'ils ont des ambitions pour l'Argentine et Baffy. On en aurait à moins, hein, puisque Moreno Argentine et surtout Adriano Baffy ont toutes leurs chances dans un sprint massif. Oui, et puis l'équipe connaît des jours heureux en ce moment, donc il faut que ça continue. Voilà le peloton regroupé, les bidons qui volent, on s'allège. Et on se replace, Lilholt seul en tête. Alors que Lilholt aperçoit maintenant les tours du château de Combourg. Le château de Combourg chanté par Chateaubriand. Eh oui, on a eu une pensée pour les Chateaubriand tout à l'heure. Toute la dynastie a occupé le château. C'est magnifique. Ah, belle image. Pays de Jean Hérussard, c'est également le pays de Jean Hérussard, ancien champion de France amateur. Ça pour le cyclisme. Nous sommes donc à 37 km de l'arrivée environ, si je ne m'abuse. La plaque Combourg maintenant. Eh bien, à la sortie de Combourg, il restera 36 km avec Lilholt qui relance. On a déjà fait 21 km depuis que vous annonciez 57 tout à l'heure.
On a fait 21 km depuis que nous avons pris l'antenne avec les motos, en effet. Bah, à 60 km/h, ça fait 20 minutes, hein, ou à 55, ça fait 23 minutes. Becherel, nous avons retrouvé les motos du direct tout à l'heure. Le peloton compact à l'arrière. Et ceux qui sont placés ainsi auront bien du travail pour revoir la tête d'ici le Mont-Saint-Michel, à l'image de Ruyan Gorospe, ici de dos, et de Bjarne Risch. Lerareta a laissé Peloris Cavestani faire le travail devant. Et beaucoup de monde sur le bord des routes. Alors ça, bon, on va pas le répéter tous les jours, c'est une constante sur ce Tour de France. On sait qu'il y a toujours du monde en montagne, mais il y en a également dans la plaine. Des dizaines et des centaines de milliers de spectateurs. Lilholt dans la traversée de Combourg, avantagé pour une fois parce que les lignes droites ne sont pas trop longues. Mais à la sortie, le peloton réagira. Voilà l'un des charmes du Tour de France. C'est le Tour de la France. Il faut préciser que nous sommes en Bretagne, qui est la grande terre du cyclisme, qui plus est. Il n'y a pas une portion qui ne soit pas occupée par les spectateurs. C'est extraordinaire. Vous ne seriez pas un peu breton? Ah, superbe. Ça se passe de commentaires, tout ça. 30 secondes d'écart, 30 secondes d'écart. 30 secondes pour Lilholt. Il y a un homme qui est parti seul derrière lui. Nous allons l'identifier. Et Albert Bouvet, on parlait des Bretons. Eh bien, il est content, Albert, de nous faire découvrir mieux encore sa patrie. Avec Søren Lilholt, qui pioche toujours, mais enfin c'est son style. Hein. C'est pas pour ça qu'il est véritablement en difficulté. C'est un peu moins nerveux que tout à l'heure quand même. Mais on le comprend, c'est un effort prolongé déjà sur plus de 15 km. Nous sommes ici à Combourg. Si vous cherchez un lieu de promenade pendant vos vacances dans cette région, vous êtes à Combourg. Il y a déjà beaucoup de touristes aussi. Et ça vaut le déplacement. L'Ille-et-Vilaine, Combourg, département de l'Ille-et-Vilaine. Outre Châteaubriand, que nous avons cité tout à l'heure à Combourg, nous sommes ici aussi dans le pays du granit. Vous savez, c'est pour ça que vous parliez d'Albert Bouvet. Le premier métier d'Albert Bouvet, c'était tailleur de pierre, tailleur de granit. Et le grand pays du granit à côté de Combourg, c'est à 7 km, ça s'appelle Lan-et-Lain. Ce sont ces pavés que nous retrouvons donc sur Paris-Roubaix. Tout à fait. C'est généralement, ce sont des pavés plutôt de la côte de Granit Rose que l'on retrouve sur Paris-Roubaix. Tout ceci figure dans l'excellent livre de Jean-Marie Leblanc. Oui. Sur Paris-Roubaix. Publié par la Table Ronde et également l'ouvrage de notre ami Durwick de la Voie du Nord. Bon, on referme là la bibliothèque. On aura connu Steve Bauer, Greg Lemon. Vous n'avez pas écrit de bouquin sur les pavés, vous, Jean-Paul? Je n'ai pas écrit de bouquin sur les pavés. Pas intéressé au pavé et au granit en particulier, puisque vous savez qu'il y a eu de nombreuses victimes en Bretagne de ce taillage de la pierre avec la silicose, et donc c'est un problème véritablement de société. Et je vous recommande à ce titre un très bel ouvrage qui a été écrit par le docteur Dess, qui s'appelle « Et sur cette pierre », publié par la Table Ronde. Eh bien, pendant ce temps-là, Søren Lilholt conserve son avance sur le peloton. Un homme seul, donc à la sortie de Combourg, à 34 km de l'arrivée maintenant, alors que derrière, on continue à s'exciter et à contrer. La seule chance, l'une des seules chances de Lilholt serait de bénéficier d'un peu de renfort, là, car ça va être vraiment suicidaire ce qu'il peut faire. Ça y est, maintenant, c'est déchaîné derrière lui. Ils ont peut-être pris le temps de visiter Combourg. Ils ont levé la tête, regardé le château. Et puis maintenant qu'on est sorti de Combourg, eh bien c'est parti. On met la tête dans le guidon et tout à droite. Alors, qui sont là? Il y a là Guido. Non, c'est pas Guido, ça. Non, non, c'est Calcaterra. Le coéquipier de Gianni Bugno. Et puis Maori, qui a suivi Ruiz Cavestani, qui avait ouvert la route tout à l'heure. C'est pas Michel Derniès qui est là.
En voilà 4. Je viens de se citer à l'antenne pour le taillage du granit. J'ai dit que Oui, on vous entend, Jean-Paul. de l'an et l'an. Oui, Jean-Paul. On vous entend. File indienne, c'est révélateur cette file indienne. Oui. C'est joli comme image d'ailleurs. Non seulement l'image en général, mais ce dessin que nous propose le peloton. C'est Lilolt, après avoir pendant quelques minutes flanché un peu, Avec une cette crevaison fois il a à bien l'arrière. récupéré. Une crevaison à l'arrière de ce peloton pour Miguel Indurain, attendu par ses coéquipiers de chez Banesto, avec notamment Dominique Arnaud. Merci Thierry sur la moto numéro 2, donc à l'arrière du peloton, avec toujours ses accélérations, voilà. 45 secondes, 45 pour l'homme de tête. On assiste donc à la réparation après cette crevaison que nous signalait Thierry Blanco. Et c'est reparti, et bien reparti pour Van Hooijdonk. Edwig Van Hooijdonk qui aura du mal à participer au final. En tout cas, s'il parvient à se retrouver en première ligne, c'est qu'il est très frais. Greg Ouais. LeMond. On a l'air de plaisanter quand même dans le peloton. Oui, ben écoutez, il y a une bonne ambiance là, avec Ruiz Cabestany qui Oui, avait dois lui attaqué dire. tout à l'heure. Je dois lui dire, je t'ai fait peur. Et Lemon l'a félicité parce qu'il préfère une fin de course animée qu'une fin de course au ralenti. Et elle s'aligne de plus en plus avec un Louvio qui va réussir ce petit exploit d'être revenu de l'arrière. Il a fait l'aller-retour entre l'avant et l'arrière tout à l'heure. Ça a été plus vite fait pour descendre en queue que pour remonter maintenant. Et il s'en sort très très bien, notre champion. C'est pas beau ça, ce plan de l'hélicoptère. Aujourd'hui, on mêle le sport et l'esthétisme. C'est souvent le cas. Avec une étape qui ne bouleversera pas l'histoire de ce Tour de France, encore que Pour l'instant, bonne non. cassure à 20 km de l'arrivée et un petit écart. Mais pour l'instant, un homme seul en tête, Lilolt. Un peloton qui le tient en point de mire, à portée, avec le champion de France, on ne le répétera jamais assez, qui fait honneur à son maillot et honneur à son équipe qui a connu quelques problèmes à l'époque du championnat de France. Mais tout va bien pour Yves Esar et ses coureurs. Alors que vous voyez que Van Hooijdonk bénéficie de l'aide d'un de ses équipiers pour reprendre sa place dans le peloton. C'est une image qu'on voit peut-être peu souvent, mais ça nous permet de nous rendre compte de l'efficacité du travail d'équipe avec Van Hooijdonk qui bénéficie de l'aide d'un de ses camarades. Il a quand même eu droit au barrage imposé par un directeur sportif qui n'avait pas de fleurs à faire à un Nouvel écart, adversaire. 32 secondes, alors que l'homme de tête entre à Tréméheuc. Tréméheuc pour l'homme de tête. Avec une autre crevaison encore à l'arrière de ce peloton pour Jean-François Bernard, décidément pour qui les problèmes continuent après l'étape d'hier. Souvenez-vous, dans le final, là aussi, au moins 20 km de l'arrivée, il avait connu des problèmes de mécanique. Et là, c'est une crevaison encore pour Jean-François Bernard. Et on avait vu tout à l'heure, lorsque Van Hooijdonk reprenait sa place dans le peloton, on avait vu que Toto Shiba s'était laissé décrocher. C'était donc pour attendre leur leader Jean-François Bernard. Et on vous expliquait tout à l'heure que lorsqu'il y avait une crevaison, eh bien les équipiers se laissaient décrocher pour aider leur leader. Ce sera le cas avec Jean-François Bernard, tandis que lui, Søren Lilolt, ne se pose pas ce type de questions. Il appuie le plus fort possible sur les pédales. Et si d'aventure il était repris, il aurait au moins la satisfaction. Alors que voilà, l'illustration de ce que nous vous disions. Lilolt aura donc la satisfaction de s'être montré à l'écran. Et c'est important aussi Bien pour sûr. les sponsors et puis pour la qualité et la réputation d'un coureur. Voilà Carlsen qui a donc donné un coup de main à son leader Jean-François Bernard, que l'on découvre de dos maintenant, qui n'a pas mis longtemps pour retrouver sa place. Dernier écart, Jean-Paul, entre Lilolt et le peloton. Le conseil général de Loire-Atlantique et le maillot de la performance, c'est-à-dire celui qui gagne le plus grand. Jean-Paul, une nouvelle, si vous le voulez bien, de l'écart entre Oui. Lilolt et le peloton. Oui, 40 secondes, le pointage qui vient d'être effectué à l'instant même, 40 secondes. Alors que nous venons de sortir donc de Tréméheuc, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Eh bien, vous sortez de Tréméheuc et il y a un coureur qui sort du peloton, lui, lancé à la poursuite de Søren Lilolt, qui a provoqué une jolie cassure avec deux hommes partis en contre, les Panasonic toujours vigilants.
Alors que la moto numéro 2 va nous permettre d'identifier ce coureur. C'est pas chose facile de dos comme ça. Il s'agit de De Clercq, Peter De Clercq de l'équipe... non, c'est pas De Clercq. C'est Ducrot, Martin Ducrot. Le héros d'une étape du Tour de France, on s'en souvient dans les pavés. Il semble que c'était Martin Ducrot. Maintenant qu'ils ont les casques, on ne voit plus leurs cheveux qui nous aidaient, mais surtout pour Martin Ducrot, ouais, c'est bien lui. Qui a été champion du monde amateur par équipe. Patrick. Oui, Oui, il faut préciser que Martin Ducrot avait aussi gagné dans le Tour de France l'étape d'Épinal après une longue échappée solitaire. Et puis qu'il avait été aussi le héros, rappelez-vous, lorsque le départ avait été donné à Vannes, le héros de la première étape qui conduisait les coureurs de Vannes à Lanester. Il avait fait plus de 150 km en tête. On s'en souvient d'autant mieux que c'était un des premiers épisodes du Journal du Tour, il y a 5 ans, et que nous avions interviewé Ducrot alors qu'il roulait. Nous ne nous sommes pas permis bien souvent cette liberté, mais nous avions interviewé Martin Ducrot tandis qu'il était échappé. C'était un document assez intéressant. Depuis, il a un peu disparu quand même du tout premier plan. Et toujours l'allure très vive en tête de peloton. Et c'est vrai qu'il y a des vagues, que l'allure n'est pas toujours soutenue, mais ça donne encore plus de valeur à la performance Et 30 de notre secondes. échappée du jour. 30 secondes maintenant d'avance pour Lilol. 30 secondes. Ça va, ça vient, vous savez, ça attaque, ça se réduit, ça repart. Donc une course de mouvement en ce moment. Alors l'écart varie et oscille entre 30 et 40 secondes. Un contre encore. Ces contres qui sont pour l'instant à chaque fois repris. Et c'est vrai que le port du casque, Robert, change un peu la physionomie de la course, car auparavant on connaissait les blonds, les bruns, les roux, les frisés, les cheveux raides, et maintenant ça donne une petite difficulté supplémentaire pour les coureurs aussi entre eux d'ailleurs. Lorsqu'un coureur s'échappe, c'est toujours plus difficile pour eux d'avoir l'identité, alors qu'ici il s'agit de Pulido. Ils reconnaissent maintenant qu'ils ne se reconnaissent plus entre eux. Pulido, on n'a pas assez insisté sur le fait qu'aujourd'hui nous nous trouvons au 4e jour de la course, qui est réputé pour le cap le plus difficile à passer. Certains c'est le 3e jour, mais ceux qui aujourd'hui ne sont pas très bien sur cette fin de parcours, alors que la course sur les premières heures a paru assez négligée par les coureurs eux-mêmes, eh bien, ceux qui ne sont pas très bien pour l'instant doivent particulièrement souffrir et se demander si au Mont-Saint-Michel, à moins que pour une fois ils aient pris la précaution de regarder leur graphique, se demander si au Mont-Saint-Michel on arrive tout en haut. On les rassure tout de suite. Alors Pulido, il s'appelle William Pulido. Ce n'est pas un des classiques, si je puis dire, du peloton. Il est colombien. Il a terminé 9e du Tour des Amériques, 6e du Tour de Venezuela. Il a remporté une étape. Pour la petite histoire, sachez également qu'il a terminé 118e du Tour d'Espagne l'an passé. Ce sont toutes les références que nous avons là. Il a le culot de sortir du peloton à cette allure et finalement il fait un joli petit truc qui met en péril Lillolt. C'est un match entre attardés, Lillolt étant infiniment plus réputé que Pulido. Mais quand même c'est Pulido qui peut justement par cette intervention qu'il a le droit de signer de sa propre main, mais met en péril Lillolt. L'écart, 30 secondes pour Pulido et 40 secondes pour le reste du peloton. 30 et 40. Donc alors que nous sommes maintenant, nous passons la localité de Cuguin à 27 km de l'arrivée. Cuguin. 27 km de l'arrivée, un homme en tête, Lillolt, Pulido lancé à sa poursuite et le peloton derrière avec, on l'a vu, les Panasonic très actifs pour l'instant pour tenter de provoquer un regroupement et de favoriser une arrivée au sprint. Réponse dans moins de 30 km maintenant. Alors qu'au niveau de l'horaire, il est 15h46, donc on a rattrapé. On est actuellement à 37 km/h de moyenne. Ce qui est révélateur de l'accélération que l'on a notée dans cette fin d'étape. Pauvre Pulido, le peloton se méfie même de lui et entretient une allure très soutenue en tête qui ne permet pas à Lillolt de développer complètement son action. Et Pulido, qui ne demandait rien à personne, voulait faire un joli petit truc, ça tombera à l'eau. Mais il a quand même fait un truc. Bien sûr. Il a fait un truc, c'est qu'il nous a montré qu'il était là. Il nous a montré qu'il était là. Oui, Pulido. Parce que Pulido, c'est pas le coureur dont on parle le plus dans le village départ le matin. Non, mais on en parlera peut-être au moment de la montagne. William Pulido.
Et que le William étant curieusement un prénom assez répandu en Colombie, puisque nous avons deux Williams ici, William Pulido et William Palacio. Patrick, au Oui. village départ, on ne parle que de Raymond Pulido. C'est amusant. C'est amusant. Alors qu'il y a toujours 40 secondes, 35 secondes entre Lillolt et le reste. Voici l'homme de tête, Søren Lilholt, toujours en tête depuis le début de ce reportage. Et on doit souligner une fois encore la qualité de cette performance, car Oui. il est tout seul et il ne faiblit pas un seul instant. Toujours sa vitesse de croisière qu'il a adoptée après un léger passage à vide il y a de cela une vingtaine de minutes. Bien repris maintenant. Et il doit commencer à y croire. Moins de 25 km de l'arrivée pour lui. Il faudrait presque souhaiter que Pulido puisse le rejoindre. Parce qu'à deux, il pourrait prendre quelques relais et Lilholt, très rapide au sprint, n'aurait pas de difficulté quand même pour l'emporter. Pour Pulido, ce serait une belle consolation avec une deuxième place qu'il est allé chercher à la force des quels pieds. Ah, je n'arrive pas à y croire un seul instant, mais enfin on se trompe, ça nous arrive souvent, parce que je ne vois pas le peloton laisser ces garçons jusqu'au Mont-Saint-Michel comme ça, sans qu'ils reviennent sur eux. Mais enfin, je souhaite le contraire pour Lilholt et Pulido, mais j'ai quand même la sensation que ce sera difficile. Oui, Patrick, d'autant plus que l'écart, effectivement, ne grandit pas. Il reste tout à fait stationnaire, 35, 40 secondes, et donc ça depuis de très nombreux kilomètres. Un troisième qui intervient, Patrick. qui se mêle Oui, Patrick. à cette poursuite. Oui, Thierry. Ben écoutez, depuis quelques kilomètres, ce peloton qui accélère et qui ralentit, on a vu Laurent Fignon se laisser glisser à l'arrière du peloton. Ça fait bien une dizaine de kilomètres que Laurent Fignon est là, protégé à l'arrière aux côtés de Vincent Barthaud et de Christophe Lavenne. Le voici d'ailleurs, Laurent Fignon, avec la caméra numéro 3 qui confirme vos propos. C'est révélateur parce que Laurent Fignon n'est pas vraiment... Regardez, il s'étire là. Alors c'est des contractions, mais quand même, s'il était vraiment très bien aujourd'hui, je crois qu'on en trouvera devant. Ou alors il a compris que les sprinteurs ne laisseront pas faire et il se dit je m'offre une journée tranquille. Il ne veut pas non plus risquer la chute, et bien qu'il soit en queue où les risques sont plus nombreux, très clairvoyant, très sûr de lui, il peut éviter quand Ouais. même. C'est jamais très bon pour un leader d'équipe de se retrouver à l'arrière, effectivement. Steinman, Kurt Steinman de l'équipe Weimann et Seb Muster qui a repris Pulido, c'est fait. Pulido. Remarquez, Weimann, il fait quand même, Steinman, il fait quand même plus rouleur que Pulido. Il a le gabarit pour une longue course-poursuite. Et où sont les Panasonic? Où ils sont vraiment sur d'eux, parce qu'aucun n'apparaît parmi les 20 premiers. Et ils ont l'intention de renverser la situation sur les 10 derniers kilomètres. Mais il faudra pouvoir s'organiser sur la route. Est-ce qu'elle sera assez large pour leur permettre de repasser en tête et d'assurer alors une belle poursuite? C'est vrai que la ligne d'arrivée est la longue, plus que la ligne d'arrivée d'ailleurs. Les routes qui nous mènent ici sont assez spacieuses. Et c'est vrai que l'on voit les 7-Eleven, Helvetia, Buchler. 7-Eleven qui compte de bons sprinters en dehors Oui. de Bauer. C'est une équipe à laquelle il ne faut pas se frotter non plus, parce que sur les 300 derniers mètres, ils ne craignent rien du tout. C'est pas une chute qui les effraie. Ah oui, il y en a quelques kamikazes du côté de 7-Eleven. Dauphinet, Roll, Bob Roll, alors Bob Roll, c'est un des coureurs les plus étonnants de ce peloton. il vit chez les Indiens. Hein. Qui vit chez les Indiens, c'est vrai. Lilholt toujours. Bravo Lilholt, belle performance. Seul en tête, deux hommes lancés à sa poursuite. Kurt Steinman. Patrick, l'écart a maintenant changé. L'écart est de 18 secondes en faveur de Lilholt sur les deux coureurs intercalés et 50 secondes sur le reste du peloton. 50. C'est pas tellement surprenant dans la mesure où les Panasonic ont disparu de la tête du peloton. Et Steinman, tiens, bah tiens, Oh, tiens, il suffit de demander. Il suffit de demander. Vous ça mérite annoncez... de tirer la sonnette d'alarme. Vous annoncez un écart qui grandit, eh bien les Panasonic vous ont entendu et tout de suite les voici en tête du peloton. Et je peux vous parier que l'écart dans les minutes qui vont venir devrait
connaître une petite baisse, alors que c'est vrai que ce moment d'inattention des Panasonic a permis aux deux hommes de compter une avance assez confortable et de revenir peut-être pas très loin de Søren Lilholt. Parmi les Panasonic, l'un de leurs champions a carrément annoncé la couleur, c'est Plancart. Il est toujours, lorsque les Panasonic sont en tête, il est toujours à prendre un relais en deuxième ou troisième position. Il a manifestement l'intention de gagner aujourd'hui. La course risque de changer de tournure là, puisque les coureurs ont maintenant retrouvé le vent. Ils font face au vent maintenant, donc ça peut changer la situation de la course. C'était important de le souligner car on l'a remarqué en venant jusqu'ici. On vous le disait en début de reportage, le vent est violent. Et c'est vrai que c'est à la faveur d'un virage à 90 degrés qu'on retrouve le vent de face. Et tout le final va se disputer dans ces conditions avec notre ami Pulido qui a un peu de mal à suivre Steinman. Et pour Lilholt et pour les deux premiers poursuiteurs, là, il faudrait que le vent soit contraire justement, qu'il souffle favorablement, car le peloton revient beaucoup plus difficilement lorsque le vent est favorable que lorsque le vent est de face. Ce sont des sensations que connaissent bien les cyclistes, même les cyclistes du dimanche. C'est vrai que le vent, on le répétera également jamais assez, a une importance capitale lorsqu'il s'agit de cyclisme. Beau relais là des Panasonic qui font un petit balai à 3 devant. Et derrière, la file avec l'ombre de l'hélicoptère devant. Plancart en quatrième position. Ah, c'est superbe cette image avec notre hélicoptère qui est très très haut. Je vous rassure, il ne gêne pas du tout les coureurs, mais avec une caméra et des focales, des objectifs qui permettent de voir les coureurs de si près et de mieux comprendre la tactique de course. Les Lens et Pepper font partie des Panasonic qui ont aujourd'hui pour mission de favoriser le sprint complètement raté hier de leur chef de file. Pulido et son camarade Steinman reviennent sur l'homme de tête. Mais le peloton derrière va vite, très vite. Steinman lui aussi pleine route produit une bonne impression d'homme de train, de bon rouleur. Vous savez comme il est plus facile d'être dans les roues. Pulido qui est décontracté, qui a la tête relevée. Et devant Steinman, lui qui fend le vent. Mais pas s'il est nerveux, Pulido. Et oui, c'est ce que j'allais souligner. Pulido qui accepte le relais, et qui est un autre style, beaucoup plus nerveux. Il attaque le vent. Et ce coup de rein du montagnard. Ces relais ne sont pas très longs ni très violents, mais n'empêche, il passe bien. L'écart entre Lilholt et les deux hommes n'est pas très important, vous le voyez. Quelques relais bien appuyés et Lilholt devrait voir fondre sur lui les deux contre-attaquants alors que le peloton devrait arriver maintenant. Le voici. Ah oui, l'écart est assez faible. Hein. Et ça va vite, ça va très vite du côté du peloton. Nettement, oui. Les deux hommes, les contre-attaquants, ont pratiquement point de mire l'homme de tête, Søren Lilholt. Derrière, ouais, ça y est, ils l'ont en point de mire maintenant. Derrière Thierry Blanco, pas de bobo avec cette accélération des Panasonic. Tout le monde tient le coup. Non, pas de gros problème, si ce n'est qu'effectivement, comme vous le confirmiez, ce peloton roule vite. Il roule à plus de 60 km/h maintenant, mais ça n'est pas une surprise. Nous sommes habitués, vous savez, derrière, à voir un petit peu cet accordéon. Ça roule tantôt à 40 à l'heure dès que ça monte un petit peu. On a l'impression que tout le monde musarde, et puis, tac, ça repart d'un seul coup pour aller chercher peut-être Søren Lilholt. Mais en tout cas, moi, je suis en train de perdre mon pari parce que je l'avais fait gagner, Søren Lilholt, au Mont-Saint-Michel. Sur les conseils de Jean-Paul Olivier, d'ailleurs. Au pronostic. Oui. Ah, c'est bien joué. Même s'il ne va pas au bout, c'est déjà bien joué de l'avoir mis. Eh bien, écoutez, on va alors que nous sommes à 20 km de l'arrivée, nous sommes dans la localité de 30-20 km du Mont-Saint-Michel. L'écart est de 19 secondes entre Søren Lilholt et les deux poursuivants et 54 secondes avec le peloton. 54. 20 km, 54 secondes. Logiquement, ce n'est pas suffisant. Mais il faut voir maintenant l'attitude du peloton et savoir si on ne va pas commencer à se regarder. Mais enfin, les coéquipiers des sprinteurs savent qu'ils peuvent tout donner dans les 20 derniers kilomètres. Alors que l'Ardoisier ici est passé devant
Steinman qui a tenté de faire un petit bout de dernier. Oh là, ils sont passés très très près derrière Lilholt. C'est peut-être l'intérêt pour Lilholt, Robert, de se relever et d'attendre les deux. À un moment, ce l'était, mais maintenant qu'il est informé de la situation en tête du peloton, à savoir que la chasse est lancée, il ne peut plus se permettre de perdre une seconde. Car après tout, peut-il soupçonner l'attitude de Pulido et de Steinman une fois qu'il l'aurait rejoint? Ils peuvent très bien observer une neutralité totale. Voici les Panasonic toujours qui ont obtenu du renfort. C'est de cela que va dépendre le sort de Lilholt. Ou les Panasonic sont seuls à rouler et au bout de 5 ou 7 km ils disent il y en a assez, on va pas faire le boulot pour tout le monde, vous emmenez dans un fauteuil. Ou alors ils trouvent des équipes qui ont aussi des intérêts à rouler. On l'a vu là, on a vu des Bucler prendre le relais et là ça va condamner Lilholt. Leur attitude pendant 20 minutes environ de se laisser glisser en queue de peloton prouvait qu'ils semblaient se désintéresser et c'était une espèce d'invitation aux adversaires de participer aussi au travail de poursuite. Mais maintenant ils ont repris les choses en main parce que jusque-là ils n'ont pas trouvé tellement de clients. Alors ce qui serait bien sûr un comble, c'est de voir les Panasonic faire tout le travail et se faire souffler la victoire au sprint. Alors là on pourrait être sûr que demain ils ne le feraient plus du tout. Bonne récupération pour Lilholt, qui a besoin de souffler. Il est bien rare que les Panasonic, dans les 5 premières étapes du Tour de France, n'aient déjà pas commencé une belle collection. Bon relais entre ces deux garçons qui n'ont rien de commun, ni leur nationalité. Il y a un Suisse et un Colombien, ni leur gabarit, ni leur langue. Et bien Pulido et Steinman ont une bonne entente et progressent d'une manière très régulière tous les deux, avec un relais court mais appuyé de Pulido. Et maintenant un relais plus puissant de Steinman. Lilholt complètement épanoui maintenant, libéré surtout. On dirait l'arrivée est proche, il n'est pas sûr de lui, mais à cette idée que bientôt il va apercevoir le Mont Saint-Michel, donc croire que c'est fini, il se surpasse. Lilholt fait vraiment un numéro, car il résiste au retour des deux, lancés pourtant à bloc à sa poursuite. Alors que les Panasonic, là, c'est vraiment une évidence maintenant. Les autres aussi. Ont tout pris en main avec l'aide ici des Château d'Axe. Château d'Axe, bien sûr, pour Gianni Bugno et pour Yann Schur, dont il faut se méfier de Yann Schur. Au sprint, comme Mario Kummer, l'Allemand de l'Est. On vous écoute, Jean-Paul. 17 secondes entre l'homme de tête et les deux poursuivants. Et l'écart s'est réduit maintenant avec le peloton, puisqu'il n'est plus que de 40 secondes. Ah oui, ça, c'est pas une surprise. On a vu Calcaterra qui est venu maintenant prêter main forte au Panasonic. Oh là là. On voit tous les Panasonic qui sont là avec Marc Sergent maintenant, l'ancien champion de Belgique, Marc Sergent. Et ça, c'est impressionnant. J'allais dire, ça fait peur. Et lorsqu'on est échappé et qu'on voit ce qui se passe derrière, enfin il ne le voit pas, mais il va le voir avec le temps qui va changer. Eric Van Lancker, maintenant qu'on entendait tout à l'heure, a pris le relais. Tout le monde est là, tout le monde monte en première position. Ça s'annonce assez mal pour les hommes de tête. Les Lance Piper aussi, dont les relais sont célèbres dans le peloton, Et se sont mis de la partie. Et là, je suis sûr qu'une dizaine de secondes ont dû être relâchées par Lilholt sur une telle contre-offensive. ah oui, ça va vite, ça va très vite. Mais Lilholt fait vraiment un gros numéro, hein, parce oui, que... oui. Ouh là là, il a du mal maintenant. Tout en puissance. Le vent qui flotte, on s'en aperçoit ses cheveux. Oh, coup de Pulido, barre. Coup de barre. Pulido n'aura pas obtenu la grâce. Coup de barre de Pulido en direct. Avec un contre de Kurt Steinman qui se retrouve maintenant seul. Il se retourne. Dois-je attendre Pulido? Ah, ça, c'est mauvais pour eux. Et au bout, là-bas, on voit... Patrick, il n'y a plus que 300 mètres d'écart. Patrick, 300 mètres d'écart entre Lilholt, au même pas. Hein. Il y a 250 mètres d'écart entre l'homme de tête donc et le poursuivant. Lilholt et Steinman. Le poursuivant, quoi. Oui, Steinman qui est seul maintenant, mais ce qui nous a le plus impressionné, c'est l'allure du peloton. Alors si on poursuit sur ce rythme-là, je pense que le peloton devrait revenir tout près dans les minutes qui viennent. Et on peut pratiquement dire que l'échappée va se terminer puisque le peloton n'est maintenant plus qu'à 30 secondes, dernier pointage, 30 secondes, alors que l'homme de tête entre ici à pleine fougère pour Soren Lilholt. Pulido nous a montré sa langue, une langue d'homme fatigué. Il aura intérêt à prendre un foulard quand le peloton va lui arriver dessus parce qu'il va y avoir des courants d'air. Hein.
C'est ce qu'on dit dans le peloton. Voilà une belle expression du peloton. Regardez, il va être avalé littéralement par les Panasonic. Pauvre. Oh là là. Alors là, maintenant, il va falloir s'accrocher aux branches et tenter de ne pas exploser en queue de peloton. Regardez comme c'est du travail, c'est du beau travail d'équipe avec Eric Van Lancker. Van Lancker que nous avons écouté en interview tout à l'heure. Il nous disait que c'était peut-être pour aujourd'hui la grande offensive des Panasonic. Eh bien, elle est bien là. On a vu Calcaterra qui est toujours là pour Yann Schur. Alors qu'à l'avant, eh bien, Lilholt va être repris par Steinman. Mais les deux hommes, si on ne se regarde pas dans le peloton, devraient être rattrapés bientôt également. C'est fini pour Lilholt. Alors maintenant, est-ce que Steinman va passer tout de suite, offrant ainsi quelques relais à Lilholt? Est-ce que Lilholt va accepter ou se contenter de rester dans le sillage? C'est un moment capital de l'étape pour savoir si malgré l'avance, l'avantage relativement Ouais, nous sommes en pleine mince, fougère ici avec peuvent une espérer côte. quand même prendre les deux premières places. Il y a une côte ici à escalader, un peu de fougère, un petit raidillon. Si on n'est pas préparé à le grimper, il fait mal aux jambes en pleine fougère. Il y avait autrefois un grand critérium international. Beaucoup de monde, bien sûr. La Bretagne aime le vélo. Avec les deux hommes en tête, Robert, vous posiez le problème. Et pour vous répondre, eh bien, Steinman a regardé derrière, a essayé de savoir où était le peloton, justement pour réunir des éléments de réponse et pour définir son attitude maintenant. Mais là, il fait peut-être une erreur tactique. Je sais que son effort vient d'être très violent, quoique bref, mais très violent pour rejoindre Lilholt. Et il faudrait qu'il passe aussitôt pour encourager à nouveau Lilholt et lui dire, tu vois, on va collaborer jusqu'au bout. Pousse qui plante, comme l'on dit dans les campagnes. Il le fait. Il le fait, mais... C'est Lilholt qui doit s'accrocher, mais c'est presque bon pour Lilholt, ça. Mais Steinman, il a donné beaucoup pour revenir sur Søren Lilholt, donc il a besoin de récupérer également. Mais c'est vrai que Lilholt jette un coup d'œil à 15 km de l'arrivée. 15 km, on a fait 5 km là en 8 minutes. Le final, oh là là, ça va être difficile pour ces deux hommes. Lilholt a besoin de récupérer. Steinman lui ouvre la route. Mais si derrière, et c'est l'image qu'on va découvrir maintenant, et dès qu'on va voir l'attitude des Panasonic en tête de peloton, on va tout de suite comprendre. Il y a une cassure là. Ce sont les deux qui sont là. Jean-Paul, vous nous confirmez que les deux sont repris? Oui. Les deux sont à haut, il y a 10 mètres d'écart. Voilà, ben on n'en parle plus. Voilà. On n'en parle plus. On était Courage, les pessimistes gars. pour eux. Et oui, comme vous dites, Robert, courage les gars, car eux aussi ils risquent les courants d'air. On va assister maintenant à ce qui est un des plus beaux spectacles du cyclisme, la préparation d'un sprint. Seuls les hommes forts ont droit maintenant à la parole en tête du peloton. Et ceux qui parviendront à sortir de ce peloton avec les Panasonic qui ont décidé, c'est visible, et avec les Châteaux d'Axe qui ont décidé également, comme les Bucler, de préparer un sprint, ça va aller très vite. Et regardez bien devant vous, c'est là-bas que vous allez, le Mont-Saint-Michel, l'aperçu à travers les arbres. Il va se dégager tout à coup. Et les Panasonic ont compris que Calcaterra emmène un sprinter dangereux, c'est Fidanza. Quel numéro de ces trois hommes qui sont les équipiers dont on vous parlait tout à l'heure? Il y avait Van Lancker, il y avait Sergent et Nullens. Ce sont les trois hommes qui ont pour rôle d'emmener Van Poppel, Plancart et Olaf Ludwig au sprint. Très peur tout de même qu'il y ait mésentente entre les trois sprinters. Abondance de biens peut nuire. Oh, c'est vrai. En tout cas, ça va être une des grandes leçons de ce Tour de France que ce final, car nous nous amusions à dresser l'autre jour la liste des sprinters de ce Tour de France. Eh bien, je n'ose même plus la compulser, cette liste, tant sont nombreux ceux qui peuvent postuler. Une chute à l'arrière du peloton, Patrick. Une chute dans laquelle est notamment prise un des coureurs de la formation Postobon. Il s'agit de Palacio. Mais tout le monde repart, comme vous le découvrez peut-être en image. Tout à fait. La moto numéro 3 est à vos côtés. Tout fonctionne fort bien. Et on s'aperçoit qu'à gauche de la route, il y a également un 7-Eleven qui a chuté. Il s'agit, semble-t-il, de Ron Kiffel qui ne participera pas au sprint. Il aura du mal en tout cas à revenir parmi les premiers. C'est bien Ron. Et je souhaite à Laurent Fignon, qui occupait une place en queue de peloton, de ne pas avoir perdu de temps, même s'il n'a pas été victime de la chute. Il lui faut absolument récupérer sa place, sinon il sera crédité de quelques secondes à l'arrivée. Récupérer sa place, même en queue de peloton. Le juge ne pardonne pas.
la liste des sprinters, eh bien, il y a Bontempi, Kelly, Filenza, Baffy, Museux, Rab, Argentine, Van Poppel, De Wilde, Naidam, Finet, Capio, Barto, Capes, Hermans, Ludwig, Rab, vous disais, Schur, Bowmans, Van Der Poel, Calcaterra. On arrête là et on en a oublié. Et tout à fait comme dimanche dernier contre la montre, les Panasonic ont repris leur allure de TGV. Maison pour Laurent Pilon à l'arrière de ce peloton qui est relancé maintenant à vive allure. Oh, c'est pas le moment de crever. Pas de chance pour Pilon. L'Irlandais Hurley est passé aussi, qui doit penser à Kelly, que l'on n'a guère vu pour l'instant, mais que l'on verra sans doute parmi les 10 premiers à l'arrivée. C'est ça, Robert, c'est les 10 Très premiers. fort. On parle des 10 premiers maintenant quand on parle de Sean. Et il y a 3 ans, on parlait de la première place. Oui, il est incontestable qu'il est moins rapide, moins vif qu'avant. En revanche, il s'est encore endurci. N'oublions pas que cet homme va avoir 34 ou 35 ans et qu'il a été le roi des classiques tout de suite après Eddy Merckx et Roger de Vlaminck. Alors pour vous aider pour suivre ce sprint, si sprint il y a, hein, car on peut avoir un Yel Naidam qui sort dans le dernier kilomètre. Ou Marie. Ou Thierry Marie, pourquoi pas. Eh bien, pour vous aider, sachez que Olaf Ludwig, je vous le disais en début de reportage, porte le maillot vert. Ça peut vous aider à découvrir les sprinteurs. Jean-Paul nous appelle. Oui, vous parliez de Thierry Marie, vous ne pouviez pas mieux dire, puisque le peloton entre maintenant en 10. Alors que les coureurs peuvent apercevoir maintenant le Mont-Saint-Michel une première fois. C'est pas Pedro Delgado qu'on voit là en tête de ce groupe. Fillon est dans le deuxième. Et Delgado, j'ai vu un coureur de son équipe en tête de ce groupe. De l'hélicoptère. Oui. 15 secondes d'écart et Fignon se trouve dans le deuxième groupe. Avez-vous des nouvelles de Delgado? Oui. Delgado est-il dans le deuxième groupe? Ah, Delgado ne nous est pas signalé. Attendez, je vais essayer de m'en informer. Voilà le deuxième groupe. Avec le Castorama qui se cherche en tête. Oh là là. Dites-moi, ça fait une drôle de bagarre. Alors il va falloir compter les secondes car... Puis surtout psychologiquement, c'est très important. Regardez, Gérard Ruet. Ils sont tous blonds chez Casto, c'est dur de les reconnaître. Hein. Marie, Bartaux, Ruet, Rize, Bartaux. La position qui change un peu. Ruet est plus grand aussi. Mais vu d'hélicoptère à 100 mètres, c'est pas toujours très évident. Oui, relais des Castos et des PDM aussi. Sans doute leur leader est-il dans ce groupe. De malchanceux, mais enfin c'est la course. On pouvait malheureusement penser que... On l'a vu, Fignon, on vient de voir passer. Ah oui. On pouvait penser malheureusement que cette attitude presque obstinée de vouloir rester dans queue de peloton pouvait être fatale, fâcheuse en tout cas. On va mesurer l'écart avec l'hélicoptère, voilà. Eh bien, on le verra. Oh là, il est assez long. Il est assez long cet écart. Et devant, les Panasonic vont sans doute avoir en plus du renfort, car les nouvelles vont vite dans le peloton. Et quand on va savoir que Fignon est derrière, j'en connais quelques-uns qui vont accélérer. Est-ce que le téléphone arabe a fonctionné justement dans son peloton pour indiquer, attention, Fignon est attardé? Oui, Thierry, des informations. Je peux vous confirmer qu'effectivement, Laurent Fignon est bien à l'arrière de ce second groupe et tout à fait, je dirais, dans les 10 derniers coureurs. Oh là là. Si vous remarquez d'autres coureurs prestigieux, si je puis dire, dans ce groupe, n'hésitez pas, Thierry, à nous en informer. Oui. Voilà le deuxième groupe, justement, que nous propose Pierre Vanel avec la moto numéro 3. Patrick? Oui, Jean-Paul. Nous allons remonter ici avec mon motard le groupe de tête, donc pour vous dire un peu, pour vous parler un petit peu des principaux. Hurley est là, avançons un petit peu du cloissal. Alcala est là, Roland Passec donc se trouve également dans ce groupe. Avançons encore un tout petit peu. Nous parlons du groupe de tête. Hein. Nous sommes du groupe de tête. Nous sommes dans le groupe de tête, effectivement. Nous avançons encore. Oui, nous apercevons bien sûr Greg Lemon, Steve Boer qui est à l'avant du peloton, Bontempi se trouve là également, Sean Kelly aussi, pas très difficile de passer puisque Castor Dillol, le héros de l'échappée tout à l'heure, est là également, alors que l'écart maintenant est de 25 secondes. 25 secondes, merci. 25 secondes donc de retard pour Laurent Fignon qui avait réalisé une bonne opération lors du contre-la-montre par équipe en devançant cette fois-ci, en devançant Greg Lemon et en lui reprenant quelques secondes. Et bien là, Laurent est en train de les perdre, ces secondes précieuses, puisqu'il y a une cassure et que, vu l'allure du groupe de tête que l'on a vu tout à l'heure, ça semblait difficile pour ce groupe que l'on suit maintenant, le groupe des attardés, de retenir. Et visiblement, il y a un problème aujourd'hui pour Laurent Fignon qui a été coincé. Et c'est vrai que Laurent Fignon n'est visiblement pas à l'aise puisque...
Laurent Fignon a été pointé par Thierry Blanco en queue de ce groupe. Oui. Bah écoutez, je vais essayer d'aller me porter à la hauteur de Cyril Guimard, qui vient lui-même d'aller à la rencontre de son coureur. Je vous propose dans quelques instants donc une petite réaction de Cyril Guimard. Merci Thierry. Réaction qui devra venir assez vite avant bien sûr que nous nous intéressions au sprint pour la victoire de cette étape. Alors deux choses à suivre Robert de très près, bien sûr l'attitude des Panasonic et des autres en tête du peloton pour savoir qui est le sprinter le plus rapide aujourd'hui en tout cas. Ce sera intéressant. Et puis une deuxième chose, eh bien l'écart entre ce groupe et le groupe Fignon. Oui, qui peut être sauvé malgré tout si, comme c'est à l'instant même, si le peloton de tête ne roule pas à fond. C'est-à-dire si personne ne sort de ce peloton avec un faux train assuré par les hommes que l'on voit en première position. Mais c'est la seule chance de Laurent et de ses malheureux compagnons de route pour l'instant qui, il y a 10 minutes, ne pensaient pas que ça pouvait arriver et reprendre ainsi les 25 secondes. C'est le groupe des attardés qui n'est pas très véloce non plus, puisqu'on a vu que ce groupe était très compact. C'est le groupe des attardés qu'on vient de voir là. Oui, nous venons de C'est ce que passer. dit Pierre Badel en tout cas dans le casque. Non, et on a vu Nous venons de jaune passer au maillot. panneau à 10,5 km. Et il y a même moins maintenant, il y a exactement 4 km. Le groupe de tête à 4 km de l'arrivée. 4 km de l'arrivée pour le groupe de tête, mais ça revient très fort derrière. Hein. Patrick, Oui oui, Thierry. je suis aux côtés de Cyril Guimard. Alors Cyril, on voit que Laurent se protège depuis quelques kilomètres derrière ce peloton. Et maintenant la cassure vient de se produire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour Laurent Fignon? Il y a eu une chute tout à l'heure qui a coupé le peloton en deux et maintenant c'est la poursuite entre les deux groupes. Enfin, on le voit, Cyril se protéger depuis quelques kilomètres. Est-ce que ça veut dire que Laurent est un petit peu en retrait, qu'il ne force pas aujourd'hui? Je crois qu'il est un petit peu en retrait, mais on sait depuis le départ qu'il n'est pas au mieux de sa condition. Et pour l'instant, il ne peut pas se permettre de participer à la course devant. Ça devrait rentrer en tout cas si l'on en croit à ces images. Il y a une cassure là-bas tout devant, mais l'écart ne semble pas très important Thierry. Hein. Il me semble que le peloton devrait pouvoir se reformer, puisque comme le signalait Robert, devant on n'était pas complètement à bloc. Vous voyez, l'écart est très minime. Et La jonction est proche. Là. la jonction, Ils reviennent de loin. Hein. Oui, devrait pouvoir s'opérer. Ça m'étonnerait que l'un d'eux puisse disputer le sprint quand même. Ça me semble une certitude. C'est bon, c'est la préparation du sprint qui a valu ça. Oui. Chacun s'est regardé un peu. Enfin, la jonction n'est pas faite encore, mais l'écart n'est pas considérable. Que ça serve de leçon à ceux qui veulent et peuvent gagner le Tour de France. Il faut décidément abandonner les dernières positions. Thierry, vous nous confirmez que ce peloton revient sur le peloton de tête? Et effectivement, Patrick, malgré un vent de face qui est très fort sur cette fin de parcours, on voit que les drapeaux, les banderoles soufflent énormément et les coureurs ont beaucoup de mal, mais reviennent tout de même sur ce peloton. On le voit dans cette image d'hélicoptère. La différence entre les deux groupes est très minime. Très beau. Et c'est vrai que c'est beau. La Normandie et les coureurs cyclistes du Tour de France avec une attaque là, en tête du peloton, une accélération tout au moins. Et ni dame dans tout ça qu'on a guère vu. Van der Arden, pas davantage. 2 km de l'arrivée pour les hommes de tête avec une cassure. Il ne faut pas se relever là, il y a une petite cassure. Ça peut être profitable. Oui, ça peut partir sur un coup comme ça à 2 km de l'arrivée, 4 hommes. Oh, incroyable si les Panasonic se font encore piéger avec le travail qu'ils ont fait aujourd'hui, Robert. Eh oui, on se regarde, on ne veut pas emmener dans un fauteuil le vainqueur de l'étape et ça va profiter au peloton. Ça va vite, mais là, on coupe le rythme. Ces quatre-là ont manqué un bon coup, là. Oui. Surtout trois autres, parce que celui qui était en tête a bien mené. On va sans Et doute ça a s'acheminer vers un sprint. déjà provoqué une cassure en tête du peloton des premiers. Si l'hélicoptère peut nous montrer également la queue de ce peloton, pour qu'on sache ce qu'il advient du groupe de derrière. Oui, Thierry va nous Oui, informer. il y aura sans doute un petit écart avec ce groupe dans lequel se trouve Laurent Fignon, parce que sous le panneau des 2 km, ils accusent une vingtaine de secondes et il sera Ah maintenant, oui. vous en doutez, impossible de revenir. Eh ben, nous déclencherons notre chronomètre sur la ligne. Si d'aventure l'écart est encore existant. Olaf Ludwig à gauche de votre écran Oui, en un bas. peu loin pour l'instant, mais il se rapproche très habilement. Puis alors, ne faites cadeau à personne. Il frotte avec un cran. Eh bien, on va se préparer pour le premier véritable sprint, à moins que Yen Naidam nous fasse une sortie à 1 km de l'arrivée. Érable.
Ouverab, bah oui, lui on va le surveiller de près, Ouverab, car c'est vraiment un super sprinter. On a eu l'occasion de le remarquer avec son maillot PDM. Oh que c'est beau cette image du Mont-Saint-Michel avec cette longue ligne droite. Vous voyez, on n'est plus très loin de l'arrivée. Ça va être un sprint massif. S'il est maintenant pratiquement impossible de sortir de ce peloton. Et le maillot vert de la Ludwig, déjà en tête à droite de votre écran. La Ludwig qui choisit de faire l'intérieur, mais c'est difficile. Elle a été très ambitieux là. Il est débordé, la Ludwig, il a fait une erreur, il est parti de trop loin. À moins qu'il puisse s'offrir un deuxième souffle. La Ludwig débordée. Les coureurs qui abordent maintenant les 100 derniers mètres. Il y avait De Wind. Difficile. De Wind était là également. Ludwig porte son deuxième effort au centre de votre écran, mais c'est pas lui. Ce n'est pas lui qui remportera ce sprint. Le sprint sera pour Museux, Johan Museux de l'équipe Lotto Super Club. Museux qui a remporté ce sprint. On en avait parlé de celui-ci également dans notre prévision de sprint. Alors qu'on va surveiller l'écart maintenant, car c'est important. Oh, il n'est pas énorme cet écart. Il est exactement Voici le groupe Fignon, 20 secondes. par Marie. 20 secondes pour le groupe Fignon. Laurent est-il là? Une cassure encore. Et ça fait un petit peu plus encore de secondes. Ça va faire 20 secondes de retard. Encore un groupe derrière, tout a explosé. Et je crois pouvoir dire que Fignon n'est pas passé. Non, Fignon passe seulement avec plus de 30 secondes de retard, emmené par Riche. Et on peut s'apercevoir que Brun est également là. Ouh là là, le final a été très éprouvant pour tous ces garçons. Alors qu'on a que vu... le juge s'y retrouvera parce que les écarts sont... Oui. Patrick, On a vu Johan Museux remporter cette étape. Oui, ouais, Jean-Paul Olivier. j'ai Greg Lemon ici. Alors Greg, comment s'est passée cette journée? Comment expliquez-vous cette fin d'étape? C'était très nerveux. Il y a beaucoup de vent à côté. Panasonic commence à rouler. C'était dangereux, mais moi j'étais toujours devant. J'ai pas vu les chutes. Et Fignon figure dans le deuxième groupe. Oui, mais il faut courir devant, c'est tout. Il faut éviter les chutes. C'était tellement dangereux aujourd'hui. Depuis le début, hier, c'était aussi dangereux. Il y a quand même des chutes et la meilleure façon de courir, c'est devant. Impérativement la course devant. Merci. Eh bien, merci pour ce témoignage du champion du monde, vainqueur du dernier Tour de France, qui rejoint maintenant nos amis de la télévision américaine ABC, les coureurs du Tour, donc qui nous ont donné un bien beau spectacle avec cette victoire au sprint qu'on revoit là. Merci Pierre Vadel de nous proposer une deuxième vision. Alors j'ai vu Museux, deuxième, bon tant pis peut-être, troisième Ludwig, mais ça je ne m'émettrai pas ma main à couper. Oui, c'est bon Musée classement. premier, bon tant pis deuxième, 3 Ludwig. Bah oui, on doit être bon sur ce coup-là. Oui. À moins que Ludwig se fasse sauter, mais non, ça doit pouvoir être ça. Enfin, on attend confirmation du classement officiel. Seule certitude donc le podium, peut-être pas dans le bon ordre. Est-ce que... Patrick. Oui, je vous écoute, Oui, mon cher Jean-Paul. J'ai Thierry Varry ici à mes côtés. Alors Thierry, on escomptait une victoire au Mont-Saint-Michel, mais ça allait vraiment vite aujourd'hui. Oui, ça allait vite et puis d'autant plus qu'il y avait une grosse chute. Là. On était obligé d'attendre Laurent parce que bon, c'est trop bête, on a quand même perdu du temps. Il y a une cassure. Alors, Laurent arrive dans le deuxième groupe, alors comment expliquez-vous cela quand même? Ben, c'est tout simple, ça s'est un peu bousculé dans le dernier virage, dans le dernier gros virage à environ 12 km de l'arrivée. Et puis derrière, ça n'est jamais rentré. Alors donc c'est-à-dire un virage qui... Tout le monde s'attendait à un virage assez large. Finalement ça s'est rétréci. Puis il y en a qui se sont couchés le long des balustrades en plastique. Vous êtes déçu de ne pas vous être montré au Mont-Saint-Michel? Oui, mais enfin il fallait à tout prix que le deuxième groupe rentre parce que c'est tout bête quand même de perdre du temps comme ça. Voilà, merci Thierry. Merci à vous Jean-Paul. Robert, alors une chose certaine, on l'avait souligné plusieurs fois. Laurent Fignon était en queue de peloton, ce n'était pas prudent, on l'a dit. Oui. Ça a été confirmé car On va il ne presque fallait de pas jouer l'avoir avec dit ça. pour lui, parce que c'était lui attirer le malheur, mais Lemon l'a bien compris, en quelques mots l'a expliqué au micro. Il faut faire très attention maintenant, et si je vous disais que Lemon avait changé sa tactique, c'est parce qu'il s'est aperçu que les courses sont de plus en plus dangereuses et qu'il y a beaucoup de débutants sur le Tour de France. Il faut donc faire attention. Lemon est prudent, il court un peu partout dans le monde, il sait à quoi s'en tenir. Le Tour, ça peut se perdre sur une simple chute. Laurent Fignon aux côtés de Jean-Paul Olivier. L'arrivée par
Jean-Paul? Ah, il veut Oui, pas. j'ai Laurent à côté de moi, mais apparemment, Il veut pas Laurent, répondre. comment expliquez-vous un petit peu cette... Laurent Fignon ne veut pas parler aujourd'hui. On Il a l'air comprend. très très déçu. Ouais, on le comprend, Laurent, on va pas lui en vouloir, surtout après des péripéties comme celle-ci. Alors, on en revient à ce que nous disions au début de l'émission. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de tactiques, des choix importants. Alors, le thème que l'on retiendra dans l'émission de Gérard, Vive le vélo, le thème de la Cour du Tour aujourd'hui, ce sera donc le directeur sportif dans la course. C'est ça, Gérard? Exactement. La question du jour, en dehors du phénomène du sprint et de la beauté des images proposées par la SFP, c'est le rôle exact d'un directeur sportif dans une course comme ça où on doit contrôler. Il y a un T à la Holtz. Il y a un H-O-L-T-Z, oui. Holtz comme ça veut dire du bois. Le rôle exact des directeurs sportifs. Est-ce que c'est un rôle essentiel, indispensable, primordial dans une course comme le Tour de France? Oui, répondra Patrick Chen, qui sera l'avocat aujourd'hui dans la Cour du Tour. Non, dira Jean-Paul Olivier. Il s'agit avant tout du talent des coureurs et des circonstances de course. Et parfois, les coureurs font un petit peu ce qu'ils ont envie de faire dans une course. Robert Chapat, comme d'habitude, sera le grand témoin. Oui, je dirais ce que je voudrais. Comme d'habitude, Robert, comme d'habitude, vous qui représentez le bon sens, Jean-Paul Olivier donc défendra le talent des coureurs, le talent personnel. Voilà, et ce sera la question du jour dont on débattra dans 30 minutes dans Vive le vélo. Il y aura beaucoup d'invités, beaucoup de coureurs aujourd'hui. Eh bien, on les retrouvera avec plaisir, alors que vous avez reconnu Claudio Capucci, meilleur grimpeur de Paris-Nice et du Tour d'Italie. Surnommé le petit café. Le petit café. Capucci. Non, Capucci. La crème des coureurs. Voilà. Oh là là, arrêtez, messieurs, vraiment, c'est trop. Bon, Gérard, on vous laisse rejoindre votre studio et on vous retrouve tout à l'heure pour Vive le vélo. On va assister au protocole, comme chaque jour. On va jeter un petit coup d'œil du côté du podium lorsque les coureurs viendront prendre leur tunique. Et puis, on ne se lasse pas de ces images du Mont Saint-Michel. Robert, qu'est-ce qu'il faut faire rien? Non, je crois que vous annonciez le podium. Non. Je voyais vous, je comprenais plus. J'avais envie de vous donner mon maillot jaune. Ah oui, c'est vrai que vous avez mis le maillot jaune aujourd'hui. Je me suis contenté du rose. Remarquez, ça fait... Alors là, Olaf Ludwig, qui était bien placé dans le sprint et qui a donc consolidé. Quand même de partir aussi loin. On n'est pas à la course de l'appel, à Olaf. Oui. Hein. Il y a des sprinteurs de grands talents sur le Tour de France. Mais enfin, il est content, Olaf, car il préserve son maillot vert, qui est sponsorisé d'ailleurs par son sponsor d'équipe. Donc ça tombe bien. Oui. Et Olaf Ludwig, donc le coureur est-allemand, vainqueur de la course de la paix et surtout champion olympique en titre, puisqu'il l'emporta à Séoul il y a de cela maintenant près de 2 ans. Olaf Ludwig, champion olympique, qui fait une entrée fracassante dans ce Tour de France en portant ce maillot vert. Et à mon avis, Robert, un maillot vert qui sera difficile de venir lui voler, car même si on a vu Museux aujourd'hui, même si on a vu Rab, Olaf est capable d'être le coureur le plus régulier dans ce domaine, je pense. Il est en train d'accumuler des points en ce moment qui feront défaut sans doute à un moment à Sean Kelly. Favori logique comme maillot vert, mais Sean ne peut pas espérer en montagne marquer beaucoup de points. En revanche, il a laissé encore passer une occasion aujourd'hui de devancer Ludwig et dans les sprints intermédiaires et dans le sprint à l'arrivée. Ludwig a une idée en tête, c'est renforcer ce maillot vert. Ça lui coûtera peut-être quelques victoires d'étape, mais il est bien parti, effectivement, pour le garder très longtemps. Eh bien, Museux, bon, tant pis, C'est le plus rapide au début de saison. Il y est toujours maintenant. C'est la grande révélation chez les Belges qui manquaient un peu de sprinter. J'en veux à Ludwig de ne pas avoir gagné parce que j'avais mis Ludwig de bon tant pis pour le classement. 4e, c'est Baffy, ou 5e, la photo finish va en décider. C'est normal, c'est un classement tout à fait logique. Mais vous remarquerez quand même que l'on n'a guère vu ces gens-là sur les 10 derniers kilomètres. Moralité, il faut savoir attendre le moment précis pour lancer son sprint quand on veut l'emporter. En tout cas, Robert, on parle beaucoup des sprinteurs alors que Steve Bauer là reçoit son maillot jaune. On peut quand même s'interroger maintenant sur le travail de cette fameuse équipe Panasonic. Maintenant, ils n'ont plus tellement beaucoup de raisons de rouler parce que ce sont les autres qui viennent leur voler la victoire d'étape sous le nez. Donc demain, lorsqu'il s'agira d'aller chercher les échappées, je pense qu'on verra moins les garçons dont on a tant parlé aujourd'hui. On verra moins les Talen, les Nulens, que je dis, Van Lanker, Sergent et les autres. Je pense que ce soir, ils vont entendre poste dans ses meilleurs jours. Battus hier, battus aujourd'hui, avec une tactique tout à fait différente. On les a vus pourtant, on les a peut-être trop vus, ou certains ne sont pas venus en renfort, tel Ludwig qui aurait pu intervenir et qui s'est contenté des sprints. Bref, il y a quelque chose aussi à remettre au point chez les équipes des grands sprinters.